L'intelligence artificielle, c'est exactement le même genre de transformation qu'il y a eu avec l'électricité, avec le moteur à vapeur qui a engendré l'industrialisation, la micro-informatique dans les années 80. C'est exactement ce genre de transformation, l'intelligence artificielle. Et il faut vraiment qu'en France, on comprenne que ça va changer énormément de choses. Il nous manque juste, c'est ça, c'est de la volonté. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les politiques comprennent très peu ces sujets-là. Ils n'ont pas compris l'impact que ça allait avoir sur nos vies, le monde économique. On est vraiment à se dire, mais quel est l'impact sociétal de l'IA? On a réussi à battre les Américains sur ce domaine-là. C'était pas gagné pourtant. Pourquoi on pourrait pas réussir à faire la même chose sur des choses qu'on a perdues, comme le cloud et notamment demain l'IA? On peut le faire, on en a les compétences. Baptiste, toi, comment tu te... de toute façon, on a déjà fait pas mal de vidéos ensemble sur Derrière la Bulle, mais comment est-ce que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Baptiste Jamin, j'ai 30 ans, je suis directeur et cofondateur de Crisp. Donc Crisp, c'est une entreprise française qui permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients par chat. Les chatbots en bas à droite sur les sites internet, c'est nous. On est leader en France et parmi les premières entreprises en Europe en taille de part de marché. Et on permet à 600 000 entreprises partout dans le monde d'unifier toute la relation client, que ce soit par chat, comme je disais, par mail, WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, pourquoi pas TikTok, en un seul endroit. Ouais. Et donc, on est là aujourd'hui pour parler d'IA. Chez Crisp, on fait beaucoup d'IA. Et j'ai un peu changé ma casquette il y a quelques années quand OpenAI a sorti quelque chose qui s'appelle GPT-3, qui n'était pas encore ChatGPT. Et GPT-3, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il se passe un truc, ça va changer un paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à avoir des IA qui ont une capacité de raisonnement qui est limitée, certes, mais cette technologie-là, c'est l'avenir. On a commencé depuis 2020 à faire de la recherche sur ça chez Crisp. Et là, décembre 2022, sortie de ChatGPT, et ça y est, on a enfin un LLM qui est très très bien fait et qui peut résoudre des tâches pour du business concret. Et donc, décembre 2022, on commence chez Crisp à vraiment faire de l'IA à fond. Et moi, ce que je rêvais, c'est de se dire, cette technologie-là, ChatGPT, elle est incroyable. Mon raisonnement était de me dire, il ne serait pas impossible que dans l'année, on puisse avoir des modèles open source qui rivalisent. Et bingo, c'est exactement ce qui s'est passé avec des entreprises comme Meta, qu'on fait un LLM qui s'appelle Llama. Il y a eu plusieurs versions de Llama. Des entreprises françaises comme Mistral, qui ont été les premières à faire un modèle open source qui vraiment rivalise en capacité de raisonnement. Et puis maintenant, ça y est, on a vraiment des LLM, des IA très 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 performantes qui rivalisent avec des gros acteurs américains et qui sont open source, qu'on peut même faire tourner très simplement sur son ordi. Tu parlais de Llama. Oui. Je pense que c'est aussi important de souligner que, et après d'autres boîtes françaises, c'est important de souligner que Llama, ça a été créé en France. Alors, il y a des équipes de recherche en France, mais vraiment, notamment Yann Lequin, qui est très connu et qui est le directeur de recherche du labo qui s'appelle FAIR chez Facebook et Meta, qui a été un des premiers à théoriser les réseaux de neurones convolutifs. Bon, très simplement, de se dire qu'en créant des réseaux de neurones, on va simuler un peu le principe du cerveau humain. Et surtout, l'apprentissage automatique. C'est-à-dire, en fait, avec beaucoup de données, beaucoup de GPU surtout, on va être capable de simuler la vision, la parole, le texte. Et c'est ce qui a été fait. Mais ces modèles, on va pas se mentir, ont principalement été faits aux US. Enfin, c'est vraiment, et notamment, c'est Google, avec un papier de recherche qui s'appelle Attention is all you need, qui a inventé les Transformers. Et ça a été le boomerang dans le monde de l'IA et qui a permis vraiment de créer les LLM tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais alors pourquoi ils ont créé des bureaux de recherche en France et à Paris, toutes ces boîtes Meta, Google? Alors le chercheur français coûte beaucoup moins cher que le chercheur américain.
Et il s'avère qu'en France, on a tout le plateau de Saclay, avec des universités en mathématiques, en recherche sur l'IA notamment, qui sont hyper performantes. Et donc, en France, on a vraiment des talents pour créer ces technologies. Il y a juste à regarder dans les labos de recherche de Facebook, de Meta, de Google, chez OpenAI, il y a beaucoup de Français. Et donc, c'est pas irraisonnable d'aller directement à la source et de créer des labos de recherche directement à Paris. Il y avait déjà des pôles de recherche comme ça avant 2022, du coup? Alors, la France, on a fait beaucoup de recherches, mais dès les années 90, sur ce type d'architecture. Par exemple, Yann Lequin, avant d'arriver chez Facebook, lui, il a travaillé notamment dans la banque pour faire de la reconnaissance automatique. Et il a fait ça dans la banque. Moi, j'ai travaillé chez France Télécom, dans des labos où il y avait de l'IA, et j'ai vu des IA qui faisaient très bien de la reconnaissance de la parole, de la synthèse vocale et de la reconnaissance de texte. Donc, on a eu les capacités de le faire en France, mais ce qui a fait la différence avec les US, c'est que les US, avec les GAFAM, ils ont des produits. Et ils ont donc beaucoup de data. Et surtout, ils ont des utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs. Et donc, en mélangeant cette force de frappe financière, ces données, ils ont pu faire beaucoup plus rapidement ces IA. Ok. Là où en France, on a les compétences techniques, mais on n'a pas d'application directe. Il n'y a pas de... Désolé pour Orange, mais Orange, c'est pas Google. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même... ils n'ont pas la même ambition, ils n'ont pas la même force de frappe. Et pourtant, il y a des labos de recherche en France qui ont ces talents et ces compétences. Et alors, du coup, aujourd'hui, c'est quoi la place de Mistral, dont tu parlais, de Hugging Face aussi? C'est quoi leur place dans le monde, dans tout l'univers C'est les deux sociétés françaises, ou du moins faites par des Frenchies, qui sont les plus connues en IA. Ouais. Hugging Face, c'est un peu le GitHub des développeurs. Ils ont été très connus pour une lib qui à la base s'appelle Transformers, qui permet très facilement d'employer de l'IA pour les nuls. En gros, les développeurs, il y a 5 ans, c'était vraiment très compliqué de mettre en place des IA. Il y avait des chercheurs qui créaient des IA, qui les mettaient sur le net, mais vraiment, chaque IA était différente et faire tourner réellement en production ces IA était terriblement compliqué. Hugging Face sont arrivés avec une librairie qui s'appelle Transformers, et il y a eu plusieurs versions de Transformers, mais en fait, très rapidement, en 3 lignes de code, on peut utiliser une IA dans son produit. Ça a vraiment simplifié et démocratisé l'émergence de l'IA. Et c'est une boîte faite par des Français. Et également Mistral. Mistral, je crois qu'ils sont issus d'ailleurs des labos de recherche de chez Meta. Et ils ont été plus loin. Je pense qu'ils ont compris quelque chose dans le fonctionnement des IA. Ils se sont dit, finalement, c'est pas si compliqué, on peut le faire en France. Et ça, c'est un vrai pari et qui a marché, parce qu'en fait, c'était les premiers à faire des IA qui rivalisent en termes de Mistral, des modèles open source qui rivalisent avec les gros acteurs américains, notamment en termes de performance. Ouais. Et aujourd'hui, les équipes de ces deux boîtes, elles sont en France encore ou un peu dispatchées entre la France? Alors, de ce que je comprends, Hugging Face, c'est vraiment aujourd'hui, c'est une boîte américaine, mais faite par des Français. Il y a plein de boîtes françaises, enfin des boîtes américaines, mais faites par des Français. Il y a Docker, il y a Front aussi. Il y a vraiment pas mal de boîtes comme ça, qui se sont dit, pour qu'on puisse mieux réussir, finalement, il faut qu'on aille aux US. Donc, c'est pas réellement des boîtes françaises. Là, au Mistral, eux, je pense qu'ils ont bénéficié d'un bon coup de com', de financement aussi. Parce qu'on va pas se mentir, faire de l'IA comme ils le font, ça coûte très 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 cher. Mais ils ont réussi à faire ça en France. Tu as également le labo de Xavier Niel qui s'appelle Qt, qui est à Paris, Station F, et qui font vraiment de la grosse IA, des gros modèles, et c'est en France. Ok. Et tu as quand même pas mal de boîtes en France qui ont ces compétences-là. D'accord. Avant qu'on enregistre, tu me parlais du coup de l'Inesia. Oui. Ouais.
C'est quoi alors ça, l'Inésia? Ça regroupe plusieurs acteurs de... Bon, c'est la nouvelle folie française. En France, on adore un truc, c'est de faire des agences publiques qui font un truc. Et donc là, juste avant... donc là, on tourne le podcast, on est début février. Ouais. Il va y avoir bientôt là, un summit sur l'IA. Donc juste avant ça, ils nous pondent une nouvelle agence pour surveiller l'IA en France. Moi, je trouve ça c'est bizarre, sachant qu'en France, on est déjà en retard. On est des nains. On est en retard sur quoi, du coup? En poids économique, déjà sur le numérique, on est très très en retard. Tu regardes la captable, donc les valorisations d'entreprises du numérique entre l'Europe déjà et les US et la Chine, la France, on est le tiers-monde. Enfin, l'Europe même, on est le tiers-monde. Donc on est très très en retard dans notre modèle économique sur le numérique, très très en retard sur l'IA. Et on nous pond de toutes pièces une agence pour réguler et surveiller l'IA. Quand bien même, on a déjà des agences publiques, je pense notamment l'ARCEP, qui régule la poste et les télécoms. On a l'ADEME, qui, à tort ou à raison, mais je pense surtout à tort, regarde beaucoup le numérique. Et donc, je ne comprends pas très bien pourquoi... le premier truc qu'on a tendance à faire en Europe et en France, c'est on régule. C'est-à-dire que là où les Chinois et surtout les Américains, ils ont pas ce genre de pudeur de gazelle, quoi. C'est-à-dire qu'ils se disent on y va, là où en France on est plutôt ah là là, mais quel impact de l'IA, ça va faire remplacer des jobs, ou là là, ça va polluer. Alors que on n'avait pas ce genre de raisonnement-là quand il a fallu en France inventer le TGV, quand il a fallu faire un parc nucléaire dans les années 70. Le déploiement du réseau téléphonique, du mobile, on n'a pas eu ce genre de raisonnement. Alors que là, vraiment, il se passe quelque chose avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est exactement le même genre de transformation qu'il y a eu avec l'électricité, avec le moteur à vapeur qui a engendré l'industrialisation, la micro-informatique dans les années 80. C'est exactement ce genre de transformation de l'intelligence artificielle. Il faut vraiment qu'en France, on comprenne que ça va changer énormément de choses. Et plutôt que de subir et de se dire « Ah, les Américains, les Chinois, ils ont pris le marché », qu'on se dise « Nous, en quoi ça peut nous être utile ?» Et je pense que ça peut être très utile aussi bien pour le secteur public, l'État en France. Enfin, on est quand même les professionnels en France de la bureaucratisation. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées. On peut s'en servir, l'intelligence artificielle. Et puis, à contrario, on est quand même très fort en France pour organiser. Comme je te disais, quand il a fallu déployer un parc nucléaire parce qu'il y avait une urgence économique dans les années 70 après les chocs pétroliers, on a déployé en l'espace de quelques années un nombre considérable de réacteurs nucléaires en France, et ça a été un pari économique hyper réussi. De même avec la transformation en France avec le TGV, c'est ce genre de raisonnement qu'il faut avoir maintenant. Pour la France. Et justement, tu parles du nucléaire. Quel atout ça peut être pour la France d'être... je crois que c'est la deuxième plus grande puissance dans le nucléaire dans le monde. Mais... Quand tu regardes dans le parc de la production électrique, la France en est le premier pays. Ok, devant les USA. Ah oui. Okay. C'est-à-dire pas en nombre de réacteurs, mais quand tu regardes le nombre de réacteurs par rapport à la population et la production énergétique, oui, la France, on est les premiers. Et alors, quel atout ça peut être, ça, pour la France, pour justement développer l'IA? Alors, l'IA, elle peut avoir un impact carbone, notamment sur l'entraînement. C'est vrai que l'entraînement, ça nécessite beaucoup de données, beaucoup de ressources en carte graphique. Par exemple, pour créer des LLM, des gros LLM, il faut entre 1000 à 10 000 cartes graphiques, si ce n'est plus. Je crois que chez Meta, là, ils en sont à 100 000 cartes graphiques pour des modèles comme Llama 4. C'est considérable. Sachant que ce genre de carte graphique consomme pour l'entraînement 500 watts. Je te laisse faire le calcul, mais 100 000 fois 500 watts,
je crois que c'est la moitié de la consommation d'un département français ou d'une région française. Okay. Juste pour entraîner des modèles. L'avantage quand tu es sur un parc nucléaire, c'est que c'est très peu carboné. Donc, tu n'as pas réellement d'impact carbone. Donc, la France, on est excédentaire en production énergétique. Ça veut dire quoi, du coup, excédentaire? On produit plus d'électricité que ce qu'on en consomme. Donc, on exporte notamment vers l'Allemagne. Ouais. Donc, la France, c'est vrai que pour les data centers, pour l'IA, on peut vraiment faire un modèle économique qui est sain pour les IA. Et donc là, tu vois, tu parlais du sommet tout à l'heure. Ça pourrait être une mesure que beaucoup de personnes dans l'IA en France attendent, qu'on utilise le nucléaire pour... de facto, on utilise forcément du nucléaire, quoi qu'on fasse en France. Cet excédent, je veux dire, de production. Alors, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin en France. En fait, aujourd'hui, l'IA, la valeur, elle se capte de 3 manières. Il y a ceux qui créent les modèles. Ouais. Tu crées un modèle, notamment OpenAI, c'est leur modèle économique. En fait, ils créent des modèles, ça leur coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, de dollars pour créer un modèle comme GPT-4. Ensuite, eux, ils font tourner les modèles chez eux et tu payes à la consommation du modèle. Ça, c'est leur modèle économique. Mais pour créer ça, il va falloir payer un data center et surtout des GPU. Donc aujourd'hui, on est sur une course à... c'est comme la ruée vers l'or. Et donc la ruée vers l'or, celui qui s'enrichit, c'est le vendeur de sauces, de brouettes, de pelles. Le vendeur de pelles, aujourd'hui, dans l'IA, c'est NVIDIA. NVIDIA qui vend des cartes graphiques qui sont nécessaires pour 2 choses. L'entraînement et ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence, c'est quand tu fais une requête à ChatGPT, tu fais ce qu'on appelle une inférence. Tu vas faire tourner le modèle sur un GPU ou plusieurs GPU. Et là, je pense que vraiment en France et en Europe, on a une carte à jouer, c'est sur ça. C'est sur l'inférence. Et je pense qu'on pourrait faire des cartes graphiques qui peuvent rivaliser avec OpenAI. Okay. Avec NVIDIA, absolument. Okay. Et on en a les compétences. Et il y a des entreprises, notamment une entreprise française qui s'appelle Visora, qui est en train de faire ça. Okay. Et ça peut être très, très, très utile. Et je pense que ça peut aider 2 secteurs. En France, il y a 2 secteurs. Quand tu regardes la dépense publique, il y a 2 secteurs où l'IA peut être très intéressante. Le domaine de la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, la santé en France, c'est un modèle qui est principalement organisé par l'État. Moi, je trouve ça très bien. Mais en ça, l'IA peut être très utile, notamment pour le diagnostic précoce des maladies. Je pense notamment à la radiologie. Donc aujourd'hui, quand tu vas voir un radiologue, il va te faire une radio, un scanner, un IRM. Beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de santé graves te diront que les radiologues sont aimables comme une porte de prison. Et je pense que l'IA peut vraiment être très utile pour le diagnostic précoce des maladies, parce qu'elles sont capables de voir nettement avant des patterns. Et les radiologues seront beaucoup plus là, beaucoup plus disponibles du coup dans l'accompagnement humain, psychologique, pour vraiment dire aux patients, oui, ça a détecté ça, mais vous inquiétez pas, moi j'ai déjà vu ça. Je pense que c'est rien. Première chose, la santé. Et deuxième truc, la France, on est le 2e exportateur d'armes au monde. On a une industrie de haute technologie sur l'armement. Il se passe un truc récemment qui est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle rabat totalement le paradigme. Et récemment, tu as eu Tariq Krim, qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait un drone, un pilote, 100 drones, 100 pilotes, 1 million de drones, une IA. C'est totalement vrai. Et donc, l'armée, elle a tout intérêt, parce qu'on ne va pas se mentir, ça coûte cher de développer ce genre de technologie, mais pour l'armée, c'est très intéressant sur le long terme. Et pour une deuxième raison, c'est que les États-Unis, qui sont les gendarmes du monde, ont un système qui s'appelle ITAR. Donc ITAR, c'est une régulation sur l'export des armes.
Donc, par exemple, nous, quand on vend un Rafale à un pays comme le Qatar, comme l'Égypte, les États-Unis peuvent dire non, vous ne vendez pas parce qu'il y a tel composant dans le Rafale qui est américain. Donc sur le Rafale, c'est très simple, tous les composants ils sont français, même les écrans. Tu vois, on n'a pas de filière d'écran en France. Bah, ça veut dire qu'il a quand même fallu créer des écrans français. Et donc, demain, pour qu'on puisse vendre de l'armement dans 10 ans, dans 20 ans, il va falloir de l'IA. Par exemple, je prends le Rafale. Pour que le Rafale, ce qui est très important dans un avion de chasse, c'est voir loin. Il faut voir son ennemi avant que ton ennemi te voie. Comme ça, tu envoies ton missile quelques minutes avant. Toi, tu fais demi-tour, tu es protégé. Pour faire ça, c'est le même principe que la radiologie. Il faut voir des patterns. Un radar, c'est comme une radio ou un scanner. Tu as plein de points et une IA peut analyser ça très efficacement et voir des patterns très nettement en avance. Mais pour ça, il va bien falloir des GPU souverains, français. Ouais. Et donc, c'est là où le salut, ou du moins amorcer la pompe, peut être très utile. Mais c'est comme sur l'aéronautique. C'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, l'aéronautique en Europe, il n'y a plus rien. Et donc, l'armée, notamment en France, s'est dit on va développer nos avions à nous, ça coûtera moins cher. Donc, c'est comme ça que Dassault, en France, a eu vraiment un savoir-faire. Aujourd'hui, c'est une des entreprises championnes au monde. Ça a permis d'autres technologies, en plus, comme Katia, avec Dassault Systèmes. Et grâce à ce savoir-faire, ensuite, on a pu créer un avion qui s'appelle le Concorde. Et grâce au Concorde, ensuite, on a pu créer Airbus. Et tu vois, on a pu réellement créer Airbus en agrégeant des entreprises européennes et du savoir-faire. Et quand on crée Airbus, personne n'y croyait, mais quand on crée Airbus, d'ailleurs, les Américains ne voulaient pas acheter nos avions. Mais nos avions étaient 30% plus efficients. Et juste avec ça, ils ont fait un peu Airbus la méthode Bernard Tapie. Donc, personne ne veut nous acheter nos avions. Ils ont été voir une compagnie aérienne américaine. Ils leur ont fait un leasing gratuit pour 6 mois, 1 an, d'une dizaine d'avions. La compagnie américaine, au bout d'1 an, elle voit que ça coûte beaucoup moins cher que leur Boeing. Ils font une énorme commande. Et depuis, succès d'Airbus, et on le voit. Ouais. On a réussi à battre les Américains sur ce domaine-là. C'était pas gagné, pourtant. Pourquoi on ne pourrait pas réussir à faire la même chose sur des choses qu'on a perdues, comme le cloud, et notamment, demain, l'IA. On peut le faire, on en a les compétences. Mais tu vois, c'est intéressant que tu parles de l'armée, parce qu'on dit et c'est ce que tu expliques, c'est que l'armée a souvent 10 ans d'avance sur le grand public. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, ouais. L'armée, dans les technologies des avions des années 80, tu as des casques de réalité augmentée. Ouais. C'est-à-dire que comment ça s'appelle, l'Apple Vision. Mais ça existe déjà dans les années 80. Ouais, ok. Et alors justement, aujourd'hui, dans l'IA, il y a quoi comme usage ou comme techno dans l'armée française notamment, qui sont utilisés et qui pourraient potentiellement arriver par Alors, l'armée est évidemment très discrète sur ce qu'elle peut faire. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur la guerre en Ukraine, là où l'IA est très utilisée, ça va être sur la détection de l'ennemi. Les Ukrainiens utilisent énormément les drones, des drones civils, notamment de chez DJI. Et en fait, ils vont mettre du hardware très simple, ce qui va pouvoir aller permettre dans les lignes ennemies et de détecter l'ennemi. L'IA, aujourd'hui, est de plus en plus utilisée, notamment parce qu'il y a un vrai problème de brouillage là-bas. Et donc, en autonomie, le drone, il va pouvoir aller naviguer et trouver sa cible. Et ça, c'est vraiment, demain, l'avenir dans l'IA militaire. C'est ces essaims de drones qui vont pouvoir travailler ensemble pour gérer les objectifs. Ok. Mais sinon, sur la communication entre les différentes personnes ou... je sais pas, tu vois, il y a un sujet aujourd'hui sur les agents IA. Mais c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que l'armée, elle a le même problème. C'est-à-dire, en fait, quand tu as une flotte de drones, c'est-à-dire que demain, la France, si il y avait une guerre, et s'il y a 100 000 drones qui déboulent sur la France, même des petits drones, et qui sont autonomes, c'est une pagaille énorme. T'imagines sur une
une base aérienne, etc., les dégâts que ça peut faire. Donc, l'enjeu demain pour les armées, ça va pouvoir être en effet de faire des drones totalement autonomes. Aujourd'hui, la France, on travaille très peu sur ça. On en est vraiment à l'étape aujourd'hui de faire des drones qui sont ce qu'on appelle téléopérés. C'est-à-dire, en fait, tu as un opérateur avec un joystick à distance, mais on a vraiment très peu de savoir-faire aujourd'hui, en tout cas, sur des drones full autonomes. Les Américains, par exemple, ils ont une agence qui s'appelle la DARPA. La DARPA, elle a déjà adapté un avion qui s'appelle le F-16. Ils ont mis une IA dedans. Et le F-16, il tourne très très bien. Ok. Ouais. Ok. Donc, tu vois, c'est ça l'avenir. Donc, comme c'est des choses qui coûtent très très cher, c'est vrai qu'en général, c'est l'armée qu'on a vraiment besoin de créer ces technologies en avance de phase. Et je pense que en France et en Europe, on a un vrai atout parce que ça va permettre de créer moins cher du matériel. Il y a eu le projet Stargate qui a été annoncé il y a quelques semaines par Trump. Concrètement, c'est quoi ce projet Stargate, si on peut l'expliquer brièvement? Donc, Stargate, c'est un financement annoncé de 500 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle aux États-Unis. 500 milliards, c'est énormément d'argent. Alors, tu as vu justement ce que Elon Musk dit. Alors, Elon Musk dit, en réalité, il n'y a pas 500 milliards, il y en a 100. Et dans les détails, ce serait plutôt une banque qui s'appelle Open Bank, qui ferait ces investissements-là. Donc, ce serait principalement du secteur privé qui ferait ce financement-là. Mais ça montre en tout cas une énorme ambition sur ça. Visiblement, ce serait pour développer les infrastructures d'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on expliquait juste avant, dans le modèle économique de l'IA, tu as entraîné les modèles, faire tourner les modèles et après les vendeurs de pelles qui sont NVIDIA. Ouais. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, notamment Trump, lui, ce qu'il veut, c'est taxer les composants électroniques. Et il veut notamment forcer les entreprises issues de Taïwan, donc par exemple TSMC, à fabriquer localement sur le territoire américain. Donc je pense qu'il va y avoir une part à ça sur le développement des GPU et vraiment des infrastructures autour des IA. Le truc, c'est que du coup, il y a des économies d'échelle quand on déploie ce genre d'infrastructure. Donc on parlait du cloud, mais demain, s'ils investissent énormément là-dedans, il va y avoir des économies d'échelle telles que ce sera beaucoup moins cher d'utiliser des serveurs américains, des IA américaines que des IA européennes. On parle de ratio de 10 ou de 50, quoi. Ok. Et tu as vu aussi DeepSeek récemment qui est sorti? Oui. J'ai l'impression, moi, que en fait, d'un côté, il y a un sujet au niveau de, voilà, on va investir 500 milliards ou 100 milliards de dollars dans telle industrie. Et de l'autre, tu as DeepSeek qui casse un peu les codes et qui arrive avec quelque chose qui est, qui est beaucoup moins cher au final. Oui, alors là, le plan d'investissement des US, c'est, comme je disais, c'est sur l'infrastructure. Ouais, tu peux prendre un modèle DeepSeek et le mettre sur ces infrastructures. Hein. D'ailleurs, DeepSeek est un modèle open source. Donc, c'est ça ma question. C'est est-ce qu'au final, l'argent, c'est autant un sujet que ça dans l'IA Oui, pour la partie infrastructure. Ok. Pour la partie infrastructure et la partie GPU, qui va être très importante. Parce que c'est là où l'argent va. En fait, aujourd'hui, faire de l'IA, ça coûte cher parce qu'il faut des GPU, il faut des serveurs qui consomment de l'électricité, etc. Donc, si on revient à nos amis chinois qui ont fait DeepSeek, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, quand on regarde le coût réel de combien ça leur a coûté pour entraîner ces IA, on voit que c'est de l'ordre de quelques millions de dollars. Et ils ont réussi à reproduire les technologies de GPT-4. Donc, en fait, GPT-4, comment ça marche? Donc, faire un modèle comme GPT-4, il faut beaucoup de données, faire des réseaux de neurones. Et GPT-4, c'est ce qu'on appelle un système qui est un mixture of experts. L'idée, c'est en fait, on va faire
plein de petits modèles qui vont fonctionner en symbiose. C'est comme si tu avais non pas un cerveau, mais plein de petits cerveaux connectés les uns entre les autres. Donc ça, c'est le principe du modèle MOE. DeepSeek a réussi déjà à faire un très bon modèle MOE. Par-dessus, ils ont fait de l'instruction tuning, donc comme GPT-4o. Ils ont réussi à faire un modèle équivalent. Et là où ils ont surpris le monde, c'est récemment la dernière version de DeepSeek, qui est ce qu'on appelle un modèle de reasoning. Donc pour ceux qui ont déjà utilisé les GPT O1 ou O3 récemment, c'est des modèles où ça crée ce qu'on appelle une chaîne de pensée. Donc en fait, une chaîne de pensée, le modèle, il est entraîné un petit peu comme faire nous, quand on lit, on fait un raisonnement. Ok, je viens de lire ça, puisque j'ai lu ça, alors il faudrait que je fasse ça, un plan d'action. Maintenant que j'ai fait le plan d'action, je vais me concentrer sur telle et telle étape. Et donc, c'est des modèles qui sont entraînés sur de la chaîne de pensée. Et DeepSeek a réussi à refaire exactement cette chose-là. D'ailleurs, certains disent qu'ils ont volé de la donnée OpenAI, ou du moins, ils ont utilisé GPT avec des milliers de data pour reprendre les entrées-sorties de GPT. Bon, je pense que y a peut-être une part de vrai là-dedans, mais pour réellement réussir à refaire la même chose, non, il faut vraiment se dire qu'ils ont réellement compris le fonctionnement de ces IA et ils ont réussi à l'internaliser en interne. Je serais pas surpris qu'il y ait eu un petit peu d'espionnage. Oui, ça me paraît évident, en fait, qu'il y ait de l'espionnage chez OpenAI. Mais comme pour le développement de la bombe atomique. Et ça passerait comment concrètement ça? Enfin, c'est des suppositions, tu vois, mais comment est-ce qu'il se ferait l'espionnage dans l'IA? Mais c'est du savoir-faire. Ouais. En fait, c'est une histoire de gagner 6 mois, 1 an et comprendre les méthodes clés qui ont permis de reproduire GPT-4 et de reproduire notamment GPT-O1. Ok. Donc je serais pas surpris qu'il y ait un petit peu d'espionnage chez OpenAI. 1 ou 2 personnes, ça suffirait pour gagner quelques mois. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que finalement, c'est pas si cher de développer de l'IA. Ce qui manque, c'est du savoir-faire et surtout de la volonté, beaucoup de volonté. Tu vois, ce sujet de la volonté aussi, il est intéressant parce que c'est ce que beaucoup disent, c'est qu'en France, ce qui manque, c'est parfois peut-être un peu la mentalité à l'américaine. Et je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que la France, elle a des véritables atouts. Il y a juste à voir l'organisation des Jeux Olympiques. Quand on dit on refait Notre-Dame en 5 ans, on le fait en 5 ans. On trouve les meilleurs charpentiers, les meilleurs ouvriers, et on y va. Quand on dit on va faire les meilleurs Jeux Olympiques que le monde n'ait jamais connus, on le fait. Et des gens comme Thomas Joly ont dû braver mers et marées pour faire en sorte que ça se passe sur la scène. Enfin, c'est possible parce que à un moment, l'action publique a dit ok, vous voulez faire ça, c'est pas tout à fait dans les normes, mais ça passe. Pareil pour l'essor du TGV. Quand il a fallu un TGV, il faut que ça aille très très droit. Il a fallu exproprier des gens, il a fallu acheter des parcelles, développer des technologies. On l'a fait. Je rappelle que les États-Unis, le TGV, ils en sont très loin. Parce qu'ils n'en ont pas la volonté. Pourtant, ils peuvent le faire, mais ils n'en ont pas la volonté. Ce qui nous manque juste en France et en Europe, c'est ça, c'est de la volonté. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle IA, enfin nous, dans le monde tech, quand on parle IA, aujourd'hui, les politiques comprennent très peu ces sujets-là. Ils n'ont pas compris l'impact que ça allait avoir sur nos vies, le monde économique. Et on est en train, là, de freiner... alors qu'il faudrait mettre la seconde, la troisième, la quatrième, on est vraiment à se dire mais quel est l'impact sociétal de l'IA quel est l'impact écologique de l'IA? C'est pas du tout le raisonnement qu'il faut avoir parce que on dit beaucoup que l'Europe c'est vraiment un monde de bisounours ou du moins d'herbivores entourés de carnivores. Autour de nous, les Américains, les Chinois, eux... ils y vont, et ils vont y aller sans nous. Ouais. Donc, si on veut pas être une colonie numérique demain, il faut y aller. C'est comme si, quand tout le monde développe la voiture au début des années 1900, l'avion, la voiture,
Nous, on se dit, ah là là, quelle est l'éthique de ce truc-là? La voiture, on pourrait écraser des gens. Et il a fallu que des gens comme Monsieur Peugeot, Monsieur Renault en France fassent des voitures. Bon, Volkswagen, c'est une autre histoire en Allemagne, mais il a fallu que des gens se disent, aient cette vision de se dire, bah on y va, quoi. Toi, tu sens que, justement, en bossant dans l'IA avec CRISP, la régulation, elle a pu handicaper le développement de CRISP à ce niveau-là ou pas? Alors déjà, il y a eu la régulation des données en Europe, qui est un vrai frein. Par exemple, pourquoi OpenAI a fait ChatGPT en mode gratuit, full access? C'est en fait pour faire ce qu'on appelle la distillation, c'est-à-dire qu'en fait, faire en sorte que des millions de gens utilisent gratuitement ChatGPT, on enregistre les données, et derrière, on peut recréer des plus petits modèles, plus performants, avec toutes les données accumulées grâce aux gros modèles. Et pour ça, il faut vraiment beaucoup de données. Ça, en Europe, avec le RGPD, très compliqué. Et c'est juste ce genre de frein-là qu'on a. Et l'IA Act, après, ça a changé quoi, du coup? Alors, l'IA Act, en réalité, ça ne change pas grand-chose, mais il y a des... En gros, il y a des craintes aujourd'hui, en effet, de l'IA. Quel impact ça va avoir sur les news, notamment tout ce qui est les fake news, avertir les gens qu'ils sont en train de parler à une IA. Par exemple, quand tu es sur TikTok ou Instagram, et notamment Instagram, il y a de plus en plus de contenu généré par une IA. Maintenant, c'est mis que ce que tu vois, ça a été généré par une intelligence artificielle. L'IA permet aujourd'hui de faire des deepfakes de la voix ou de l'image. Cet AI Act dit clairement ce que tu peux faire ou ne pas faire. Tu peux pas, par exemple, utiliser la voix de Macron et faire quelque chose de drôle. Parce que tant qu'il y a un travail artistique derrière, humoristique, mais moi je peux pas entraîner ta voix pour par exemple pour arnaquer ta famille. C'est ce genre c'est plutôt de la régulation de bon sens, mais encore une fois le problème c'est que le premier truc qu'on fasse c'est réguler, là où le premier truc qu'on devrait faire c'est de se dire ok, comment on peut nous adapter cette technologie et l'utiliser. L'Europe, elle a la France, on a des atouts considérables. Par exemple, la France, on est champion dans le tourisme, on a un modèle culinaire. Comment on peut rayonner aussi grâce à ça? Ouais. Et alors, au-delà des personnes des politiques qui régulent, au-delà des personnes qui bossent, quand on regarde le grand public, je sais que chez CRISP, il y a le Plan Plus, par exemple, qui propose des fonctionnalités IA aux entreprises pour leur permettre de mieux communiquer avec leurs clients. Quelle différence, toi, tu vois entre les clients français qui utilisent le Plan Plus et les clients américains ou étrangers qui l'utilisent? Est-ce qu'il y a aussi une différence de mentalité dans le sens où les clients français vont être un peu plus, un peu moins chaud sur l'IA que les Américains? C'est pas faux. Donc, il y a beaucoup de questions. Alors, c'est pas que français, mais en Europe, mais vos données sont hébergées ou est-ce que vous utilisez... est-ce que c'est vraiment des modèles chez vous ou des modèles comme OpenAI? Donc, il y a vraiment cette crainte de... est-ce que c'est légal ou pas? Donc chez nous par exemple, vraiment chez CRISP on utilise principalement des IA open source qui tournent sur nos serveurs, ce qui est un vrai atout je pense, mais les clients américains ne posent pas du tout cette question là. Ils foncent direct. Oui voilà exactement, ils foncent direct. Ouais. Ok. Et au-delà de ça, ils ont plus... Ils voient plus un intérêt que les clients français ou pas? Enfin, là-dessus, ça change pas grand-chose. Non, je pense que ça change pas grand-chose, mais je pense qu'il y a plus cette envie, cette direction de se dire comment l'intelligence artificielle peut être utile dans mon entreprise. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur des entreprises américaines. Là où moi, j'ai
étant donné que je suis plutôt calé en IA, j'ai beaucoup de copains entrepreneurs ou des anciennes personnes qui étaient à l'école avec moi qui me demandent conseils, mon avis sur comment utiliser l'IA dans leur entreprise. Et en général, le management est totalement effrayé et ne comprend absolument rien sur ce qui devrait être fait. Et pourtant, c'est exactement la même transformation que ce qui s'est passé dans les années 80. C'est-à-dire que quand la micro-informatique arrive dans les années 80, Minitel, rapidement, les entreprises se sont dit, OK, comment on peut réellement utiliser ces technologies-là? Donc, par exemple, je crois que c'est le groupe PSA, et notamment Peugeot, qui a, sur Minitel, fait un système pour que les concessions puissent commander des pièces détachées. C'est hyper novateur comme approche dans les années 80, de se dire, avant même Internet, de permettre à ce que toute ta chaîne logistique puisse être distribuée et simplifiée. C'est ce genre d'approche-là qu'il faut comprendre. Là où, aujourd'hui, sur l'action publique, c'est un peu comme l'analogie de la disquette. Et dans les années 80, quand on voit la micro-informatique, on se dit « Ah, bah très simple, on va pouvoir prendre tous nos archives et ça va tenir sur des CD-ROM et des disquettes. » Non, pas du tout. Ça va permettre beaucoup plus que ça. Ça va permettre de totalement simplifier vos flux logistiques, la vente, simplifier vos opérations, automatiser certaines tâches. Ça a été des vrais gains de productivité. L'automatisation, par exemple, dans l'industrie, ça a permis de totalement simplifier les chaînes de montage. Ça a été permis grâce à la micro-informatique. C'est exactement le même analogie à voir aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Et notamment dans le secteur industriel où on peine un peu en France. Il faut y aller. Hein. Ouais. Ok, très clair. Bah écoute, Baptiste, j'ai peut-être une dernière question. Toi, il y a un projet ou une boîte... Il y a un projet. De quoi? Il y a un projet, ouais. Qui va justement français, que tu trouves vraiment hyper intéressant et sur lequel les gens devraient regarder peut-être. Sur l'intelligence artificielle? Ouais, dans l'intelligence artificielle en France. Steve Morin avec ZML qui font un framework d'inférence qui est prometteur. Moi, je regarde beaucoup aussi Vesora, qui est entreprise française qui est en train de faire des GPU. Si leur promesse est juste et que ça devrait être des cartes graphiques 50 fois plus performantes que des cartes graphiques chez Nvidia. Donc vraiment des cartes graphiques qui sont optimisées pour l'inférence. Et mon petit chouchou du cœur, monsieur Fabrice Bellard, qui est un vrai génie français, qui a inventé des logiciels très utiles, FFmpeg. FFmpeg qui est utilisé par tous les GAFAM comme YouTube, Netflix, Instagram. Tout ça, ce ne serait pas possible sans FFmpeg. FFmpeg qui fait de la compression vidéo. Il a inventé QEMU. QEMU qui est le cœur de la virtualisation du cloud. Et récemment, un système qui s'appelle TS Server, qui est pas open source, mais c'est fort dommage parce qu'il a une technologie qui est aujourd'hui, dans sa gamme, une des technologies les plus rapides au monde. Et il a créé ça avec juste ses neurones, quoi. Et ils font quoi? Ouais. Donc, TS Server, c'est aussi un framework d'inférence et qui est, par exemple, par rapport au framework que fait Hugging Face, on a un ratio de 20-30 fois plus rapide. Bah, c'est bien qu'il reste aussi en France pour justement montrer ce savoir-faire-là. Je pense pas qu'il y en ait Et c'est juste un vrai génie. Et en France, on a vraiment des entreprises qui ont un vrai savoir-faire sur ça. Par exemple, une entreprise qui a été rachetée récemment qui s'appelle Systran, qui a fait un framework qui s'appelle C-Translate 2, plus exactement, qui est un des frameworks les plus rapides au monde pour faire tourner des IA. C'est open source et c'est pas mal, c'est français. Ouais. Donc, tu vois, on a vraiment les compétences sur ça. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment des gros acteurs. Parce qu'en fait, l'avantage des GAFAM, ou des États-Unis, c'est comme ils ont des très grandes entreprises, ces grandes entreprises, elles peuvent agréger en mangeant, en achetant des petites sociétés, et comme ça, elles deviennent de plus en plus grosses. En France, en Europe, on n'a pas ça. On a quelques entreprises comme SAP, comme Orange, comme Spotify, Deliveroo, mais on n'a pas de gros acteurs numériques
capables, comme un Airbus, quoi, d'acheter et de consolider des technologies. Donc, ce qui fait qu'en fait, en Europe, en France, on a des startups qui ont un savoir-faire, mais en fait, à un moment de leur vie, elles vont être rachetées par un acteur américain, ou alors juste, il n'y aura pas la taille de marché nécessaire et elle va mourir. Et donc, il faut perpétuellement qu'on recrée notre écosystème. C'est une baignoire percée, quoi. Ok. Bon, bah écoute, merci Baptiste. Merci Léo. Comment est-ce qu'on redirige les personnes qui écoutent cette conversation ? Je pense que le plus utile, c'est d'aller sur crisp.chat. Si vous avez besoin d'un chat doté d'intelligence artificielle qui est très simple à utiliser pour communiquer avec vos clients, allez sur crisp.chat. On a un plan gratuit. Crisp, c'est pas très cher. On s'intègre avec beaucoup de canaux de communication et c'est vraiment un moyen utile et simple pour vos boîtes. Génial. Merci Baptiste. Merci Léo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux retrouver d'autres formats d'analyse, d'actualité et des masterclass sur la tech et les startups, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.